Bonjour tout le monde, j'ai été invité ici à Nancy à un colloque sur l'évolution organisé par les muséums et par les jardins botaniques, par différentes associations, notamment par Frédéric Poltz et Pierre-Antoine Gérard qui dirigent le muséum et le jardin botanique à Nancy, pour parler d'évolution. Et j'ai pu donner une conférence sur les liens entre conspirationnisme et créationnisme, et poser des petites questions aux conférenciers. Pourquoi est-ce que c'est important d'enseigner et de comprendre la théorie de l'évolution aujourd'hui? Et la deuxième, quelle idée reçue, quelle idée fausse qui circule sur l'évolution ou sur la théorie, il trouve la plus agaçante ou la plus grave, ou celle qu'on pourrait corriger de manière urgente, voilà. Et moi je vous donne un élément de réponse personnelle qui en fait fait écho à la conférence que j'ai pu donner, qui est celle-ci, c'est que la théorie d'évolution, j'ai écrit des bouquins sur la question, ça me semble fondamental et très intéressant pour comprendre le monde évidemment, mais en particulier, cette théorie, elle a ça de spécial qu'elle est très contre-intuitive sur des objets familiers. Il y a plein de sciences qui sont contre-intuitives, pimpon, pimpon. C'est la police. Les sciences, c'est contre-intuitif, c'est normal. Si les intuitions suffisaient pour décrire le monde, la science servirait à rien. Donc les sciences sont contre-intuitives. Mais bien souvent, c'est sur des objets un petit peu exotiques. L'astrophysique nous parle d'objets extrêmement lointains, la physique quantique d'objets extrêmement petits. C'est pas du tout dans notre quotidien. Alors que la théorie d'évolution nous parle d'êtres vivants. On a autour de nous des arbres, des plantes, des animaux, des insectes. Des choses sur lesquelles nous avons spontanément des idées reçues, des connaissances d'ailleurs, et beaucoup de croyances. Donc on a des schémas mentaux, on a des représentations de ces objets de la nature. Et donc quand la science vient nous dire qu'on a tort, le terrain n'est pas vierge. On a plein d'intuitions, on a plein de préjugés. Et donc c'est pour ça que la théorie de l'évolution elle est particulièrement importante. Et aussi, toutes les intuitions qu'elle vient contrarier sont les intuitions des biais et tout un tas de choses qui sont les mêmes qui nous poussent à adhérer à certains types de croyances, notamment religieuses. On sait bien que l'évolution et la religion ne sont pas des amis très proches. Et aussi les théories du complot. Il y a tout un tas d'attentes psychologiques qui structurent, qui construisent, qui conditionnent le succès des récits conspirationnistes, qui sont les mêmes que ceux qui permettent de croire dans des récits créationnistes. Donc ma réponse à pourquoi est-ce que c'est important de l'enseigner, de la comprendre, c'est parce que, et là c'est un pari personnel, je n'ai pas la preuve que c'est vrai, je crois que lorsqu'on comprend mieux la théorie de l'évolution, et donc on a appris à inhiber nos intuitions fausses sur ces objets-là, sur l'idée de design, l'idée d'ordre, l'idée les biais téléologiques, l'idée d'un dualiste d'un monde organisé, alors on est mieux armé pour résister à la séduction des récits créationnistes qui ressemblent parce qu'ils empruntent les mêmes pentes de l'esprit que le créationnisme. Voilà pourquoi j'ai fait cette conférence-là sur ce sujet-là. Et voilà ma réponse à la question que j'ai posée aux autres. Mais maintenant, je laisse des gens qui étaient invités ici à donner des conférences répondre à cette question. Vous allez voir que les réponses sont diverses et variées. Et c'est ça qui est intéressant aussi, la diversité, la variété, la variation. C'est un élément important. C'est le terreau sur lequel l'évolution s'appuie. Et donc c'est important de laisser toute sa place à la variété lorsqu'on s'intéresse à un sujet. Première question, pourquoi est-ce important aujourd'hui d'enseigner et de comprendre la théorie de l'évolution ? Pour plein de raisons, je pense, mais déjà parce que pour moi, l'évolution, c'est ce qui permet d'expliquer et de comprendre le fonctionnement du vivant, donc de comprendre en fait une grande partie de ce qui nous entoure. Et du coup, pour moi, c'est une sorte de cadre finalement qui nous permet de réfléchir et de comprendre en fait ce monde-là. Et donc, moi, je milite beaucoup plus pour qu'on puisse donner des outils et des clés de compréhension du monde qui nous entoure, plutôt que de faire apprendre finalement chaque chose séparément, qui finalement ne permet pas d'autonomiser les gens.
Par exemple, sur les questions de préservation de l'environnement, le dernier intervenant en parlait justement. Je trouve que c'est hyper important de comprendre que le vivant n'est pas figé, mais qui est toujours dans une dynamique pour comprendre comment est-ce qu'on peut le gérer. Et donc, pour donner un exemple, c'est un exemple piqué sur une vidéo très bien faite d'un chercheur, avec un chercheur de l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier, sur les hippocampes. Il existe 4 populations d'hippocampes, je ne sais plus si c'est le moucheté ou le tacheté, vous m'excuserez, qui sont 2 sur le littoral aquitain et 2 en Méditerranée, un en mer et un dans les lagunes. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est une seule espèce, on entend une seule espèce, mais qu'au point de vue génétique, on voit déjà qu'on a 4 populations qui divergent et qu'il n'y a pas forcément de croisement entre. Si d'un point de vue de la préservation de l'environnement, on se dit cette espèce est en danger, on va en préserver une partie. Et qu'on se dit, bah tiens, par exemple, on va préserver ceux qui sont les lagunes languedociennes parce que c'est des milieux fragiles et plein de choses. Et qu'on ne préserve pas les 3 autres, bah en fait, il y a 3 potentielles futures espèces et donc un potentiel évolutif qu'on ne préserve pas. Et dans un contexte où on est plutôt dans un moment d'érosion de la biodiversité et de perte d'espèces, si on perd à la fois des espèces et que par ailleurs on perd le potentiel évolutif, bah en fait, là, on va vraiment dans le mur. Comprendre la théorie de l'évolution, c'est comprendre d'où on vient, nous, les êtres humains, les êtres vivants, même d'une manière générale, comprendre qui on est et comment on s'intègre dans ce monde vivant aujourd'hui, comment on en fait partie. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous parle au passage de nos origines et ça permet finalement sa dimension identitaire. Mais surtout, c'est quelque chose qui est une belle au bois dormant de la décision et de l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'évolution en tête. Vous voyez, par exemple, on traite avec un pesticide ou un antibiotique et ça sélectionne des résistances. Et nous remportons sur nos adversaires, dans le monde vivant, des victoires à la Pyrrhus, qui se soldent le lendemain juste par la sélection de résistance et qui détruisent notre outil. À l'inverse, on peut avoir des stratégies qui prennent en compte l'évolution. Quand vous faites une trithérapie, vous avez 3 drogues qui ont 3 cibles. Le triple mutant qui portera les 3 résistances a une probabilité infiniment faible d'apparaître, il n'apparaît pas, et on soigne durablement les gens qui sont atteints du sida. Vous ne pêchez pas les petits coquillages pour les laisser grossir, vous avez une taille limite de collecte, et bien vous sélectionnez les nains. Parce que si vous êtes fertile en étant nain, eh bien vous aurez des descendants, alors que les gros, ils ont moins de descendants puisqu'ils se font pêcher. Et donc on a comme ça, et ça c'est décrit pour les crevettes dans le golfe de Gascogne, qui en 10 ans ont perdu 3 cm à l'âge de 1 an, simplement parce qu'il y en a des règles de pêche qui ne pêchent que les gros et qui sélectionnent les nains. Ce que je veux dire, c'est que dans notre action aujourd'hui, il y a une marge colossale d'amélioration si on prend en compte que ce qu'on fait aujourd'hui est le début d'une suite, a des conséquences le lendemain et qu'on peut aussi gérer demain en gérant aujourd'hui. À mes yeux, il est essentiel d'enseigner et de vulgariser les théories de l'évolution du vivant parce que tout être humain s'interroge très rapidement sur d'où il vient et où il va. Et la science, depuis plus d'1 siècle et demi, parce que l'évolution c'est plus ancien encore que Darwin, eh bien la science nous apporte des éléments essentiels, cruciaux, inévitables. Nous creusons, nous trouvons des fossiles. D'où viennent-ils? Et voilà, c'est démarré. C'est d'autant plus essentiel de vraiment d'entrer dans une éducation, un enseignement précis, que nous savons que les réponses apportées par la science peuvent bouleverser d'autres convictions que nous pouvons avoir, des convictions philosophiques, idéologiques, religieuses. Et donc c'est l'occasion d'essayer de faire le pont entre toutes ces sources d'informations dont aucune n'est à négliger, toutes doivent être respectées, pour que petit à petit, chacun d'entre nous, eh bien, nous avancions vers notre propre réponse à cette question, d'où venons-nous et où allons-nous? Alors par rapport à ma discipline, parce que ça oblige à repenser le concept dans l'ordre de l'histoire et que c'est bien de savoir comment on fabrique son propre savoir pour avoir prise sur lui, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenue historienne et c'est la raison pour laquelle il faut donner ces contenus historiques et philosophiques pour que ceux qui les ont compris puissent ensuite prendre le pouvoir sur leur propre savoir et leur propre réflexion. La théorie elle-même, elle est importante pour comprendre l'organisation du monde dans le long temps. Pour la période qui m'intéresse plus précisément, elle est une sorte de point nodal auquel je n'arrive en réalité jamais parce que je travaille sur des périodes plus hautes. Pour moi, c'est la théorie des théories.
hein, en fait, de voir en fait comment elle a révolutionné la vision en fait, des hommes sur le vivant. C'est une théorie aussi qui permet d'inclure finalement l'homme dans la biodiversité, hein, de le détrôner en quelque sorte, hein, et de faire en sorte en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la One Health, de comprendre en fait qu'on n'est qu'une petite partie de l'ensemble, qu'on en dérive, hein, et qu'on n'est pas au centre. C'est quelque chose qui est très important aussi pour faire partager avec l'ensemble de la population, de comprendre ça. On n'arrive pas finalement, je pense, à se retrouver dans, ou à trouver une solution à la crise de la biodiversité, respectivement la crise du changement climatique, hein, si on n'arrive pas à faire comprendre à la population l'importance de l'évolution et de la place de l'homme au sein de toute la biodiversité. La théorie de l'évolution, c'est important de la comprendre et de l'enseigner parce que ça nous fait envisager la biodiversité de manière dynamique, ça nous ancre dans la biodiversité. L'humain, par l'évolution, se trouve ancré en son origine en tant qu'espèce parmi les autres espèces, ça nous fait participer au monde vivant. Par la théorie de l'évolution, on est pleinement, nous les humains, insérés en biodiversité. Aujourd'hui, c'est important parce que on est peut-être en train de cesser, en Occident en tout cas, de se considérer comme le sommet de l'évolution, séparé d'une nature qui est là pour qu'on l'exploite. Bien au contraire, il va falloir vivre avec elle et assurer son devenir évolutif. Donc comprendre l'évolution, c'est aussi comprendre comment on peut assurer l'avenir de la planète et de tous ses habitants. Conserver les conditions d'évolution des espèces qui nous accompagnent, c'est aussi préserver notre propre condition de survie. Deuxième question, quelle idée reçue, fausse, sur l'évolution ou sur la théorie de l'évolution vous semble la plus envahissante, la plus embêtante, la plus grave, ou celle contre laquelle il faudrait lutter efficacement aujourd'hui? L'un des obstacles principaux à la compréhension de l'évolution provient du fait que naturellement nous sommes égocentrés. C'est normal, hein. On n'a pas envie de mourir, comment dire, on recherche son propre bien-être, à la fois affectif et physique. Nous sommes égocentrés et donc on n'est pas habitué à cette idée que ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour la population, pour la généalogie, et ce qui est bon pour la généalogie ou pour la population ou pour le devenir du lignage dans son entier, c'est pas nécessairement bon pour l'individu. Je m'explique, les individus ils s'usent, si le lignage peut se maintenir, en tout cas son maintien, de son maintien dépend le fait qu'il y ait des individus qui meurent, les individus usés sont remplacés par des nouveaux, c'est ce qui assure la pérennité du lignage en quelque sorte. L'immortalité par exemple n'est pas du tout une idée biologique, l'immortalité c'est un fantasme. Les êtres vivants s'altèrent, nous sommes faits de matière et donc nous nous altérons en tant qu'être matériel et bien nous sommes à ce titre remplacés. Voilà. Donc comme nous sommes égocentrés, nous avons du mal à penser que un lignage pour se maintenir a besoin qu'il y ait des morts. D'ailleurs il y a beaucoup plus de morts que d'individus qui ne peuvent survivre dans l'ensemble des lignages du vivant. Et pour finir, c'est un obstacle pourquoi? Parce que quand on essaie de faire comprendre l'évolution, en tant qu'individu égocentré, nous voyons toujours cette image, vous voyez, du morphing, du poisson unique qui se transforme en amphibien unique, qui se transforme en reptile unique et qui se transforme en mammifère pour se terminer par l'homme. Et déjà ce lignage, évidemment, il occulte toutes les branches latérales, c'est un récit qui est faux, mais c'est surtout que c'est un récit qui ne montre qu'un seul individu. Or, l'évolution, c'est pas... comment dire, la métamorphose monstrueuse et craquante d'un individu qui se transforme en un autre. C'est pas le monstre Dr Jekyll qui se transforme en Mr Hyde et vice versa. Voilà. Donc ça c'est aussi un obstacle, cet égocentrisme spontané, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas condamnable. C'est normal que nous soyons égocentrés. Mais en science, on est obligé de s'écarter toujours de nos réflexes les plus intimes pour comprendre plus largement le monde qui nous entoure. L'idée fausse qui m'agace le plus, c'est l'idée qu'on commence à parler des plantes avec l'inné. Comme si, finalement, dans les siècles qui ont précédé, j'ai même envie de dire dans les millénaires qui ont précédé, on ne s'était pas occupé du végétal, ni du monde naturel, et comme si on n'avait pas eu besoin d'en parler et de structurer son propre savoir, et le savoir général.
Alors ça m'agace, oui. Il y a une belle formule qui vient d'un théologien et qui est constamment reprise, alors d'abord à la Renaissance et puis maintenant un peu n'importe comment dans une presse qui ne se rend pas compte d'où vient l'expression, c'est l'idée qu'on est tous des nains sur les épaules des géants. Que, au fond, tout ce qui s'est passé avant, c'est pas seulement important, je dirais, comme anecdotique, comme une sorte de savoir ancien, de grands anciens. C'est important parce que c'est le socle de ce qu'on sait faire aujourd'hui et de la façon dont on pense. Et que c'est finalement en dépassant le socle et en montant progressivement qu'on finit par avoir une pensée qui est originale dans son temps. C'est aussi la façon dont beaucoup de muséums traitent de l'évolution. Moi-même, en fait, je sors d'un musée où, en fait, pendant très longtemps, on a représenté l'homme toujours en dernier lieu, effectivement, comme le couronnement, finalement, de la création en dernier lieu, comme si tout, effectivement, allait direction, ligne droite, vers l'homme. Et c'est quelque chose qui persiste, qui dure. Si c'est pas vraiment clairement expliqué, clairement montré et clairement mis sur des cartels, en fait, quelle est l'intention derrière des représentations pareilles qui peut mener à pas mal de problèmes de compréhension et à des fausses opinions sur finalement ce que c'est finalement la théorie de l'évolution. La plus agaçante, c'est certainement cette vision d'une évolution linéaire qui aboutirait avec l'émergence de l'homme, qui date depuis extrêmement longtemps, mais on s'aperçoit qu'elle est encore extrêmement présente dans l'esprit des gens. Et c'est quand même très très agaçant. Ça. Donc la réponse, c'est le côté buissonnant. La réponse, ça pourrait être le côté buissonnant, effectivement, de l'évolution. Et voilà, et faire passer cette nouvelle façon de représenter le vivant, tout simplement. Le vivant, son côté buissonnant et son évolution buissonnante. Effectivement, montrer que cette évolution, elle n'est pas linéaire. L'une des idées que je préfère, c'est l'homme descend du singe, parce que c'était une des premières caricatures des idées de Darwin. Et comme j'aime à dire, c'est le pauvre Darwin, il n'a pas eu de chance, parce que la marque de ces idées, c'est devenu rapidement le singe, et encore aujourd'hui. Or, dans l'Occident, le singe a une très mauvaise réputation. Quand on dit malin comme un singe, en fait, c'est le malin, le diable. Son image est le singe. Donc, donner une marque diabolique à quelque chose qu'on est en train de promouvoir, c'est une très mauvaise opération. Enfin, le pauvre, c'était pas de sa faute. Et pourtant, en même temps, c'est une très belle image, parce que le singe, non, il est proche de nous, c'est aussi un personnage que nous reconnaissons, qui nous fascine. Donc ça devrait être, aujourd'hui, il faudrait être capable d'inverser le côté maléfique de l'image, pour aussi faire en sorte que quand on se dit, sur l'arbre, le buisson de l'évolution, une branche pas très loin de chez nous, il y a un singe, c'est aussi tout ce que nous apprenons comme l'humain étant un élément, pas des moindres, mais un élément parmi d'autres de cette nature dans laquelle nous sommes, de l'histoire du vivant, et notre compagnon, notre ange gardien, c'est un singe. Donc une image à la fois, c'est une image à dépasser en réalité, et à mieux, et même, en même temps à promouvoir. La plus agaçante, mais ça du coup c'est parce que je parle de mon point de vue de paléontologue, la plus agaçante c'est le terme de fossile vivant. Et pourquoi c'est agaçant? Parce que c'est à la fois dans, je dirais, le grand public, mais aussi chez plein de professionnels de la culture scientifique. Et moi j'ai déjà vu aussi ça dans des musées, dans des muséums, ce terme-là, même si des fois il est mis entre guillemets, mais il est quand même utilisé. Des fois on utilise le mot scientifique qui dit la même chose, c'est des espèces panchroniques. Et du coup ça m'agace énormément parce qu'effectivement ça met à mal vraiment la compréhension du fonctionnement de base de l'évolution. Donc on considère qu'on pourrait avoir une espèce qui aurait traversé 60 millions d'années d'un coup, paf, et c'est toujours la même espèce. Et du coup, de considérer que même quelques spécimens, quelques espèces prises au hasard pourraient faire ça, ça met à mal tout le fondement en fait de la théorie de l'évolution. Donc ça m'agace particulièrement parce que je suis paléontologue, mais c'est peut-être pas la plus importante. L'idée fausse qui circule sur l'évolution, il y en a plusieurs, mais j'aimerais en fustiger une qui est que l'évolution est un progrès. C'est exactement comme l'histoire. D'ailleurs, l'histoire est une évolution culturelle. Dans tous les cas,
on change des choses, on améliore certains paramètres et pas d'autres. Quand nos ancêtres ont commencé à manger beaucoup d'amidon, il y a eu une sélection pour avoir plus de copies du gène de l'amylase salivaire qui permet de commencer la digestion de cet amidon dans la bouche. Et donc on a effectivement été plus efficace à digérer l'amidon. Mais du coup on a eu du sucre dans la bouche. Et la carie, qui n'existait pas chez les chasseurs-cueilleurs, est apparue chez les agriculteurs, non seulement parce qu'ils mettaient de l'amidon dans la bouche, mais aussi parce qu'ils commençaient à le digérer avec cette amylase salivaire présente en plus grande quantité. Et ce qui se passe, c'est que la carie, ça fait mal, c'est hyper chiant, mais ça tue pas, ça n'empêche pas d'avoir des descendants. Alors que mal digéré ou digéré pas efficacement, ben ça limite le nombre de descendants parce que ça limite les ressources. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, quand on optimise un paramètre, on en abîme un autre. Et vous savez, là je reprends Lévi-Strauss, ce que nous on appelle le progrès, culturellement, en fait c'est souvent la résolution des problèmes posés par ce qu'on a appelé le progrès à l'épisode d'avant. En ce sens, l'évolution est une fuite en avant parce que chaque amélioration génère quelque chose qui pourra être amélioré et rien n'est immobile, rien n'est inerte dans le temps, tout évolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez à partager si son contenu vous a plu, à soutenir l'Aztec dans ses projets. À venir, lorsque bientôt on va pouvoir faire à nouveau des lives en public, à Nancy en particulier, ça commence à se préciser. Voilà, et prenez soin de vous, à très bientôt, des bisous.